Hello à tous et on se retrouve donc pour le 4e épisode de la série One Piece. Donc nous sommes, où en sommes-nous? Donc la fin du 3e épisode. Donc dans ce 4e épisode, nous voyons que je reprenne mes petites fiches. Oui, donc comme je vous avais dit, Usopp, qui était un garçon qui criait au loup à chaque fois qu'il voyait des pirates, n'était pas pris au sérieux cette fois-ci. Et nous avons donc Kobe qui vient à son aide, à sa rescousse, qui lui tend la main. Et donc en fait, s'ensuit, on en est là. Et voilà, Zoro qui a été assommé, mis dans un puits, etc. La petite rousse, on ne sait pas trop où elle en est. L'autre, il a été, Luffy, il a été empoisonné. Bref, on en est là. Donc nous avons Kobe, Usopp, pardon, qui amène Kobe donc au majordome, donc qui s'appelle, où s'appelle-t-il? Je l'ai noté. Donc au majordome, donc au pirate en fait qui s'appelle Kuro, Captain Kuro, équipage du Chat Noir si je me rappelle bien. Et donc en fait le majordome, donc le pirate offre Luffy à Kobe. Il lui dit voilà, tiens, c'est lui le pirate, est venu chercher un pirate, ben c'est lui, je te le donne, et puis voilà. Entre ces deux faits, on est toujours en rapport avec la corrélation, vous vous rappelez, jeu de rôle, pseudo-jeu d'échecs qu'il avait fait. Il est en train de s'émanciper, Kobe, mais on n'y est pas encore. Donc en fait, il a son ami dans les bras, complètement dans les vapes, limite entre la vie et la mort. Il n'a pas le temps d'attraper tout simplement le majordome. En fait, il lui referme la porte au nez. Et dans un souci dans un souci vital pour son ami et également de non confiance en lui, bref, ce genre de choses, il laisse se faire et donc amène, Luffy se faire plus ou moins soigner, enfin essayer d'aller le soigner. Luffy va se soigner simplement en vomissant tout ce qu'il a mangé et il va reprendre vie comme ça. Donc Kobe, comme je vous ai dit, voilà, il ne sent pas, malgré les dires d'Usopp, il ne sent pas non plus ce fameux majordome. Il sent qu'il y a un truc qui va pas et qu'il faut pas en rester là, qu'il y a quelque chose que, mais bon, c'est comme ça. Entre-temps, nous avons donc, nous revenons sur la scène avec Zoro qui est au fond de son petit puits. Avec donc comment il s'appelle, Merry qui a été tué, parce que ça je vous l'avais pas dit, mais bon, Merry, un homme très proche de la jeune fille blonde qui s'appelle Kaya, donc a été tué, donc voilà, donc il est au fond du puits avec cet homme, et en fait donc lui par contre arrive à survivre. Et en fait, on va voir tout au long de son ascension, tout le moment où en fait il va essayer de remonter à travers le puits, on va avoir tous les flashbacks de sa vie à partir de son adolescence. C'est-à-dire qu'on voit qu'en fait que c'est un jeune homme, un jeune adolescent qui a été enrôlé dans une espèce de guilde, de samouraïs, enfin de gens qui vont devenir assez puissants au niveau de l'armement, des armes, d'une certaine peut-être je sais pas, garde royale, ou enfin on sait pas trop, enfin voilà, de gens comme ça, pleins de sagesse, pleins de manipulation d'armes, etc. Enfin des gens assez calés niveau combat, et notamment combat au sabre. Dans tout ce flashback, on voit que Zoro reste quand même quelqu'un de très froid, qui ne se lie pas aux autres, etc. On voit une petite jeune fille qui s'appelle Kuina,
Et en fait, c'est Kuina qui va chercher à chaque fois Zoro, qui va un peu le titiller, qui va un peu le faire sortir de sa zone de confort, qui va un peu le titiller, l'énerver pour qu'il se révèle, pour que vraiment il aille au plus profond de lui, parce qu'elle sent quelque chose en lui, elle sent qu'il peut aller plus loin que ce qu'il propose aujourd'hui, mais qu'il a, je sais pas, peur, il a une retenue, il a un truc. Et donc, en fait, il se lie d'amitié, mais au début, pas franchement. Il y a un truc entre eux, mais c'est pas franc. Ça se fait au fur et à mesure. Jusqu'au moment, en fait, où on les voit se battre, et en eux, c'est comme comment dire, un honneur. Je sais que c'est les Asiatiques, c'est comme ça. Il y a énormément de respect dans cet affrontement qu'ils ont tous les deux, en fait, pour s'élever petit à petit l'un et l'autre et arriver à être le meilleur. Et donc, ils se font une promesse. Donc, l'un de veiller, bien sûr, l'un sur l'autre. On sent qu'il y a une amitié vraiment forte qui se fait, limite fraternelle aussi, pareil. Et donc, ils se font la promesse de devenir les meilleurs sabreurs du monde. Voilà. Donc, elle motive Zoro en ce sens, grâce à cet honneur, parce qu'elle sent que c'est un homme d'honneur, quoi, qui a ce truc-là. Et donc, voilà, ils ont ce pacte-là, de devenir les meilleurs sabreurs du monde. Donc, ensuite on apprend, alors je ne me rappelle plus comment, mais je crois que ce n'est pas dit dans l'épisode. Il y a la petite Kuina, donc l'amie de Zoro adolescent, qui meurt. Voilà. Et, voilà, il se lie d'amitié, tout ça, et puis d'un coup d'un seul, elle meurt. Donc il est dévasté, Zoro est dévasté d'apprendre la chose, etc. Il ne fait pas les choses comme tout le monde, bien sûr. Je crois qu'il s'agenouille pas. Enfin, il y va vraiment droit franco et il demande au maître d'armes, enfin au sage, enfin je sais pas trop qui il représente, mais enfin voilà, au maître d'armes. Il lui demande s'il peut avoir l'honneur de porter le sabre blanc, qui était le sabre donc de son ami. Et donc le gars lui dit pourquoi? Je te ferai cet honneur-là à toi. Il dit bien pas parce que tout simplement, en gros, c'était mon ami et qu'on a fait le pacte. On a fait le pacte de devenir les meilleurs sabreurs du monde, et en son nom, je veux porter à vie son sabre et porter seul l'honneur de nous deux. Voilà, tout simplement. En fait, c'est ça, voilà, porter l'honneur des deux, de devenir, du coup, lui, seul, le meilleur sabreur du monde, mais grâce à cette symbolique de tenir le sabre de son ami avec lui, eh bien, d'honorer ce pacte qu'il a fait avec elle, et de faire en sorte que les deux deviennent les deux meilleurs sabreurs du monde, tout simplement. Sa quête à lui, elle est là, on l'apprend dans cet épisode-là. Donc, elle est très honorable et très, de toute façon, très symbolique de tout ce qui fait les Asiatiques en général, ce qu'on s'en fait, tout ce qu'on voit dans les films et tout, ce code d'honneur, ce code, voilà, toute cette sagesse autour des arts martiaux, toute cette alliance, cette sagesse, ce code d'honneur, en fait, tout simplement, tout ce qui fait vraiment le code d'honneur d'un sabreur, peut-être d'un samouraï, peut-être, mais voilà, je suis pas peut-être assez calée là-dedans pour vraiment développer la chose, mais vraiment, on est vraiment là-dedans, quoi. Et donc, pour son ami, donc le sage ou le maître d'armes lui offre évidemment le sabre, et donc ce qui fait pourquoi Zoro porte 3 sabres, dont le sabre blanc qui pour lui est la pierre angulaire de tout, enfin la chose la plus précieuse, et qui ne doit pas perdre, quoi, qui fait en gros toute sa quête. Donc on a la symbolique de ce chapeau par Luffy. On a maintenant la symbolique du sabre blanc pour Zoro. Quelles vont être les autres symboliques des autres personnages? Donc nous avons Usopp qui s'est fait envoyer paître par la marine, qui a fait en gros, si ma mémoire est bonne, le tour de la maison, est rentré par la fenêtre et veut absolument aller sauver son ami
Kaya, si je ne me trompe pas, et veut absolument la sauver. Il lui explique tout ce qui est en train de se passer, tous les méchants qui sont autour d'elle, etc. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, nous avons Zoro qui a réussi à sortir du puits et qui tombe sur, comment s'appelle-t-il, Kobe et Luffy. Et donc intimide Kobe, garde Luffy avec lui. Donc Kobe, lui, repart chez dans la marine. De toute façon, Luffy c'est son ami, il n'était pas. Puis Luffy là, on voit vraiment dans cet épisode-là, on voit vraiment un faciès différent, je trouve, du personnage qui était jusqu'à présent très enjoué, très juvénile, très voilà. Là, on le voit vraiment avec des traits marqués, les sourcils très foncés et une détermination dans le regard, dans la gestuelle, dans les actions extrêmement déterres. Là, on voit vraiment une facette différente du personnage et je trouve que le casting a été très bien fait en ce sens. Donc, nous avons Kobe qui retourne à la marine, lui on le retrouvera à la fin de l'épisode, et nous avons donc Zoro et Luffy qui repartent dans la maison, ils arrivent à ouvrir la porte, je vous passe les détails. S'ensuit un combat qui va durer jusqu'à la fin de l'épisode. Nous avons Zoro qui va combattre les deux qui faisaient la cuisine, là, les deux donc pirates qui se révèlent aussi, faisant partie de l'équipage du Chat Noir. Capitaine étant Koro. Voilà, donc Zoro lui va combattre la femme et l'homme comparse de Koro. Donc voilà, tout un combat mené qui le prend pas par-dessus la jambe, mais un peu plus pas vraiment, comment dire, pas, je vais pas dire sérieusement, mais pas vraiment la vie ou la mort, quoi. Voilà, un combat comme un combat, jusqu'au moment où il va se faire voler son sabre blanc. Et alors là, nous avons un Zoro qui va se révéler et qui là va vraiment montrer son potentiel combattant et sa hargne et la promesse effectivement qu'il a faite à son ami. Et donc là, toute la splendeur, déjà les chorégraphies, je les trouve très belles, mais là vraiment la splendeur chorégraphique des combats et la détermination pareil dans le regard de Zoro, et bien sûr il va les mettre minables et il va gagner bien sûr le combat. Donc les deux là vont être comment dire, harnachés au sein de la maison. Et parallèlement à ça, nous avons Kaya, la petite rousse, je ne me rappelle plus son nom. Nami. J'ai beaucoup de mal avec les prénoms, hein, excusez-moi, c'est ma première vision, je ne les connais pas par cœur. Mais voilà, nous avons tous ces personnages-là qui se cachent. Et donc, en parallèle de tous ces petits jeux de cache-cache, nous avons Luffy qui combat Kuro. Et donc là, bien sûr, très grand combat final. Bien entendu, vous comprendrez que Luffy va gagner contre Kuro. Kuro qui va donc se barrer, se scaper. Il a perdu, c'est comme ça, c'est voilà. Et nous avons donc Luffy qui va chercher ses amis. Donc nous avons Usopp, la petite rousse et Kaya. Qui vont donc sortir de la maison et donc voilà, tout est bien qui finit bien. Donc nous avons, mais on sait pas trop ce qu'ils deviennent en gros. Nous avons le chef des pirates donc Kuro qui finit dans une barque seul comme un pèlerin. On sait pas trop ce qui va finir, mais en gros ça va rester un pirate. Les deux autres ils sont harnachés, attachés dans une maison, entourés par une ficelle. Donc on imagine potentiellement qu'ils vont se faire attraper. Éventuellement Kuro aussi parce qu'il est dans une petite barque, il va forcément se faire attraper. Donc enfin, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, enfin, les méchants, voilà, on aime bien qu'ils se fassent attraper. Après, je ne connais pas le manga. Peut-être que pas. Peut-être qu'on va les retrouver plus tard. Mais moi, c'est ce que je me dis. Voilà, on va les attraper à un moment donné. Bref. Et donc, à la suite de tout ça, à la fin de tout ça, en fait, quand donc la petite Kaya est donc sauvée, on va comprendre qu'elle va se remettre, que voilà, le poison va se
va se diluer, en gros, si on peut dire ça comme ça, et qu'elle va reprendre une vie normale. Et elle offre un navire, donc le navire dont Luffy était tombé amoureux lors de leur arrivage, donc le fameux bateau à tête de bélier ou à tête de bélier, on va dire. Il va l'appeler, comment il va l'appeler? Il va l'appeler Vogue Mary, donc en l'honneur de Mary, personnage gentil de l'histoire qui est mort et qui avait aussi une tête un peu comme ça de bélier, voilà, donc personnage un peu particulier, comme on l'aura vu avec Luffy qui mange comment dire, un fruit, parce que ça aussi je vous l'ai pas dit depuis, mais à un moment donné dans sa jeunesse, Luffy mange un fruit particulier qui lui a donné un pouvoir qui fait qu'il a une élasticité corporelle assez impressionnante. C'est genre un homme élastique, comme le clown, pirate clown par exemple, qui peut se démembrer, se remembrer, et voilà. Et ce personnage-là de Mary qui avait une tête de bélier, comme je vous dis, donc voilà. Et en son honneur, comme ils ont flashé sur ce bateau et que la jeune fille leur offre le bateau, ben ils l'appellent donc Vogue Mary, et donc ils repartent tous comme ça. Donc ce fameux équipage va donc reprendre sa course avec ce fameux bateau qui va s'appeler donc Vogue Mary, et nous allons avoir un regard complice entre donc Usopp et la jeune fille Kaya, et on comprend que Usopp, sa vie en gros, elle lui dit en gros, je comprends, ta vie est chez les pirates, tu as trouvé en gros une nouvelle famille. Toi, voilà, tu m'as fait vibrer, tu m'as fait vivre des aventures à travers tes histoires. C'est ce qui m'a fait en gros tenir. C'est ce que je retiens un petit peu de la chose. Et donc, en fait, elle dit qu'elle va tout simplement elle va reprendre ses études, elle va devenir médecin, parce que je pense que ce qui lui est arrivé, effectivement, ça l'a un petit peu chamboulé. Et elle veut prendre le contre-pied un peu de tout ça. Et donc, du coup, sauver des gens, étant donné qu'elle est passée très près de la mort, je pense qu'elle va mettre à bien sa vie, quoi, son expérience à profit des gens qui sont réellement malades, parce qu'elle sait ce que c'est que la maladie. Elle pourra certainement les aider et faire en sorte de les aider de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire pas seulement juste en étant à leur chevet, mais en étant médecin, et pourquoi pas inventer de nouveaux remèdes, que sais-je, je ne sais pas, je ne connais pas la série et peut-être qu'on n'en parle pas, mais c'est ce que je me dis. Donc voilà, donc nous avons un nouvel arrivé dans l'équipage, donc qui est Usopp, qui a une bonhomie, qui apporte un peu de fraîcheur dans cette union, dans cet équipage. Et nous avons quand même un équipage qui devient de plus en plus soudé au fur et à mesure, moi c'est ce que je retiens. Et donc à la scène finale, nous avons Kobe qui va rejoindre l'amiral, l'amiral ou le chef, ou je sais pas trop quel est son grade, qui est Garp, pour lui dire oui, j'ai failli à ma mission, je ne vous ai pas ramené Luffy, je ne vous ai pas ramené le pirate, en gros j'ai failli, je suis nul, en gros molestez-moi quoi. Et en fait l'amiral avec sa longue vue regarde au loin et voit l'équipage de Luffy qui part avec ce fameux nouveau navire Vogue Mary. Et il lui dit non, ne t'inquiète pas, tu as tout à fait réussi ta mission, tu as réussi à faire sortir en gros le loup de sa cage. Et c'était en gros le but de la chose, quoi. Et en scène finale, là, nous avons un rebondissement. Et donc, ce qui a répondu en fait à mes questionnement en fait de savoir mais pourquoi cet amiral, enfin ce chef, ce capitaine, je sais plus quel est son grade là, mais ce fameux Garp, pourquoi cet homme-là on le voit pas arrêter les vrais pirates, et pourquoi il s'attache à ce point à ce petit jeune homme qui est Luffy, pourquoi? Eh bien, on a tout simplement une longue vue de chaque côté, c'est-à-dire Garp avec sa longue vue et Luffy qui voit qu'il est rattrapé par la marine royale, et ils se regardent tous deux par la longue vue, et nous avons Luffy qui dit grand-père, comme ça. Donc et voilà, et ça s'arrête comme ça. Donc on comprend que Garp est donc le grand chef de la marine.
et donc le grand-père de Luffy. Donc, ce qui répond totalement à tout mon questionnement depuis le début de cette série, à savoir pourquoi il voulait récupérer à ce point Luffy, pourquoi il était assez basque. Bien tout simplement parce que c'est son petit-fils et que je suppute qu'il souhaite en faire soit un marin, soit se reconnecter avec lui d'une façon différente, soit avoir des explications ou en tout cas le protéger, quoi qu'il arrive, le protéger et parce qu'on voit qu'il y a de la bienveillance dans ce personnage, on voit que c'est pas quelqu'un qui va à la chasse à l'homme pour la chasse à l'homme ou pour faire du mal ou quoi que ce soit, et on voit, j'ai toujours vu dès le premier épisode de la bienveillance dans ce personnage-là de Garp. Mais je me demandais pourquoi. Donc là, j'ai ma réponse. Après, savoir ce qui va se passer entre eux deux, quel est leur anicroche, pourquoi ça a clashé, pourquoi il y en a un qui est pirate et l'autre qui est complètement contre les pirates. Est-ce qu'ils vont trouver un terrain d'entente ou pas? Ça, voilà, ça c'est ce qui me reste à la fin de l'épisode. Et donc du coup, ça me donne envie évidemment de regarder les prochains. Mais ça, nous allons nous arrêter là parce que nous sommes à la fin donc du 4e épisode et donc la suite au prochain épisode. Et pour ce qui est de la comment dire version geek, si on peut dire, la version que mon mari m'a donnée à la fin, parce qu'il m'a toujours donné son avis à la fin de chaque épisode. Donc pour lui, l'épisode est toujours, de toute façon je vous le dirai à chaque fin de vidéo, mais pour lui tout est très bien représenté. Il y a des clins d'œil, des lunettes avec le majordome. Oui, parce que le majordome, je vous l'ai pas dit, mais parce que c'est anecdotique pour les non-geeks, mais il a ce truc, il porte des lunettes et pour se remonter les lunettes, au lieu de se les remonter comme ça ou comme ça quoi, il le fait comme ça parce qu'en fait, il a des griffes et comme il a l'habitude un peu à la Wolverine à se battre avec ses griffes, il a ce truc-là de, pour pas se griffer, s'abîmer les yeux, de se remonter le truc comme ça. C'est pour ça que, et je crois que Zoro l'avait reconnu d'ailleurs par ce geste, si ma mémoire est bonne. Donc il y a ce clin d'œil qui a été fait. Il m'a dit qu'il y avait aussi ce clin d'œil à Mary fatalement, donc je viens de vous le dire, donc mon mari me l'a redit. Zoro, bien sûr, c'est quelque chose d'émouvant. J'ai trouvé ça émouvant aussi. Voilà, si on s'attache un minimum à la personne, au personnage, à toute la philosophie asiatique, etc. Tout ça, donc ça c'est vrai que ça émeut, ça tient un petit peu. Il trouve que les cliffhangers que l'on retrouve, cliffhanger, terme technique que je vais définir au cas où on ne saurait pas ce que c'est. Un cliffhanger, c'est une chute à la fin d'un épisode ou d'un film qui donne envie, en fait, de voir la suite. C'est-à-dire que c'est pas une fin. C'est-à-dire on sait que derrière, il va y avoir une suite. Mais laquelle? Donc voilà. Il trouve que les cliffhangers sont bien arrêtés au bon moment, qui sont bien faits. Donc ça, c'est une très bonne chose. J'ai trouvé que c'était bien aussi, puisque même moi, ça me tient en haleine et ça me donne envie de voir la suite. Et donc là, en fait, c'est le petit point où on n'est pas tout à fait d'accord avec mon mari, mais ça, c'est parce que lui a vu le manga. Lui, il m'a dit qu'en fait, quand Zoro tombait dans le puits, il avait en fait tous ces flashbacks quand il était dans le coma, tous les flashbacks là que je vous disais quand il était ado, qu'il avait toute son initiation au combat, etc. Et en fait, apparemment, dans le manga, quand il se réveille, il a ce truc de un peu à la super-héros, il saute du puits, il se révèle comme ça, voilà. Il a ce réveil, ce truc, cet éveil physique et psychologique et philosophique même, et il saute du puits comme ça, il revient à la surface comme ça. Et il trouve que ça, c'est, il a préféré cette version qui donne un peu un sous-ton super-héros à la chose. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que moi, j'aime l'idée où en fait, on voit Zoro qui grimpe dans le puits, il monte, et il rechute, et il remonte, et il rechute, et c'est en fait ce qui fait la vie. Alors peut-être que dans le manga, ceux qui sont dit que l'apprécieront peut-être plus, je ne sais pas. Moi qui suis un peu plus basée psycho et tout ce truc-là... éveil de soi, bouddhiste, enfin mon mari est bouddhiste aussi, mais bon bref,
voilà, toute cette métaphore de la grimpette du fond du puits jusqu'à l'arrivée du puits, moi j'ai trouvé ça beaucoup plus fort et beaucoup plus prenant que juste des flashbacks qui m'a expliqué et d'un coup un sursaut, même si ça ressemble à un sursaut de super-héros, d'un mec voilà qui, même s'il prend conscience de soi, hein, c'est la même, on en arrive au même point, mais je trouve que cette métaphore et cette image où on voit Zorro monter et se casser la figure et enfin voilà, on monte, on chute, on avance d'un pas, on recule, on avance de 2, on recule de 10 jusqu'à avancer, et les pas qu'on fait en reculant, bah finalement se compensent parce qu'on avance plus que ce qu'on recule. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous me suivez. Niveau psychologie, on suit ou pas? Ouais, alors c'est bon. Donc voilà, pour moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus philosophique et psychologique en fait. Donc du coup, moi, ça me parle beaucoup plus, et j'ai trouvé ce twist scénaristique beaucoup plus intéressant que ce qui m'a été raconté de mon mari dans le manga. Voilà, et ça sera le mot de la fin. Et donc, je m'arrête là pour cet épisode 4, et nous verrons la suite donc dans le prochain épisode, épisode 5, qui pareil, épisode 5 et 6 fera un seul et même épisode, mais sera scindé en 2. Et bien entendu, je vous ferai le 5 et le 6. Voilà, donc j'espère que cette petite review vous aura plu. Pareil, toujours pareil, dites-moi en commentaire ce que vous en aurez pensé d'une non geek. Et voilà, si ce que je vous dis, tout mon blabla vous semble pertinent ou pas, si vous êtes en raccord avec ce que je dis ou pas, dites-moi, et ça me fera très plaisir d'avoir vos retours. Voilà, sur ce, gros bisous et à très bientôt au prochain épisode. Ciao, ciao!